Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau ? Un podcast dans lequel je reçois chaque semaine une personnalité inspirante qui crée le beau d'aujourd'hui. Qu'ils soient designers, artistes, architectes, décorateurs ou encore artisans d'art, je les interviewe pour parler en toute simplicité de leur travail. Si vous écoutez Où est le beau pour la première fois, alors bienvenue, vous avez plus de 30 épisodes à découvrir. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste tous les jours des univers et des lieux inspirants que l'on ne voit pas partout, et je relaie également tous les jeudis le travail de mes invités. Et si vous souhaitez m'aider à faire découvrir le podcast à de nouveaux auditeurs, vous pouvez en parler autour de vous, partager vos épisodes préférés en story sur Instagram, et surtout, si vous m'écoutez depuis Apple Podcast, laissez quelques mots doux en avis et mettre 5 petites étoiles, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à être bien référencé. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu différent. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous vous rappelez peut-être de mes stories à la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille cet été. J'avais aussi visité le Cabanon et ses unités de camping à Roquebrune. Et en fait, ça m'a vachement marqué. Je me suis fait cette réflexion en me disant, c'est quand même complètement fou et visionnaire tout ce qu'il avait imaginé. Le Corbusier, on le connaît tous, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas ou qu'on a oublié de son travail. Et je me suis dit, en fait, tiens, si j'allais rencontrer des spécialistes de ces grands architectes français qui ont marqué un peu notre histoire et nos régions pour qu'ils nous aident à mieux comprendre leur travail, à nous donner des clés de lecture. Donc, j'ai profité de mes vacances dans le sud pour aller à la rencontre de l'architecte et urbaniste Jacques Sbriglio, qui a beaucoup travaillé sur Le Corbusier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous verrez, cet épisode est juste passionnant et surtout accessible à tout le monde. Donc on parle de qui était Le Corbusier, comment il est devenu architecte, qu'est-ce que c'est exactement l'architecture moderne, et on illustre tout ça notamment au travers du projet de la Cité radieuse. Jacques nous donne plein d'anecdotes et je pense vraiment que vous allez apprendre plein de choses. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jacques. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir sur ce podcast. Nous sommes à Aix-en-Provence, dans votre agence, et je vous remercie de m'y recevoir pour l'enregistrement de cet épisode. Alors vous êtes architecte urbaniste, vous participez à de nombreux concours nationaux, internationaux, et toute votre activité vous amène avec votre agence à réaliser de bâtiments publics comme privés, beaucoup dans le sud de la France, vers Aix-Marseille, mais aussi en Europe. On fait également appel à vous pour des projets de scénographie dans le monde entier, notamment des expositions sur Le Corbusier, mais aussi l'exposition Picasso au Mucem à Marseille il y a quelques temps, mais également en Inde, au Brésil et dans beaucoup d'autres pays. Vous êtes aussi professeur à l'école d'architecture de Marseille et vous êtes l'ex-vice-président de la Fondation Le Corbusier à Paris. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous inviter dans ce podcast pour discuter avec vous du travail d'un architecte donc incontournable que l'on connaît tous, donc Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, et plus particulièrement du projet de la Cité radieuse à Marseille. Son travail vous passionne, et vous êtes aujourd'hui l'un des spécialistes de son œuvre. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres, dont un justement qui est dédié à la Cité radieuse et qui s'appelle Le Corbusier, l'unité d'habitation à Marseille, qui est publié chez Parenthèse. Alors moi, comme sûrement beaucoup d'autres personnes qui nous écoutent, je ne suis pas du tout spécialiste de Le Corbusier. En revanche, je suis toujours très impressionnée par son travail et à chaque fois, c'est un moment particulier lorsqu'il m'arrive de voir et d'observer ces bâtiments. Et j'aimerais dans cet épisode qu'on puisse avoir quelques clés de lecture de son travail et mieux comprendre ce qu'il a voulu transmettre en tant qu'architecte à travers notamment l'exemple de la Cité radieuse. Alors, pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous dire à quand remonte, votre intérêt pour Le Corbusier ? Mon intérêt pour Le Corbusier, j'étais en fait tout jeune, je suis à Marseille, j'habitais Marseille. J'habitais dans un immeuble haussmannien et j'avais un copain d'école, en fait, qui habitait l'unité d'habitation. Et chaque fois que je me rendais chez lui, j'avais l'impression de découvrir ce qu'était vraiment la modernité américaine. Il faut quand même imaginer que la construction de l'unité d'habitation à Marseille a représenté par rapport au mode de vie des gens, à l'habitat traditionnel marseillais, une révolution, on peut à peu près imaginer, comparable à celle qui a été la construction du centre Pompidou en plein cœur de Paris au milieu des années 70. Alors, qui était-il, Le Corbusier ? Qui était Le Corbusier ?
Corbusier est né à La Chaux-de-Fonds. Il revendique lui-même, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, il s'appelait Charles-Édouard Jeanneret. Il explique assez fréquemment que ses origines sont plutôt du côté du Languedoc. C'est une famille d'origine protestante qui, au temps des Cathares, aurait été chassée donc du sud-ouest de la France et se serait réfugié en Suisse. Et donc, il est né à La Chaux-de-Fonds, qui est une ville qu'on a un peu de mal à situer en France, mais qui en réalité est à 10 kilomètres de la frontière française. D'accord. Donc dans le Jura, en fait. Dans le Jura, tout à fait. Et donc il a vécu... Donc sa mère était musicienne, professeur de piano. Son père était en fait graveur de boîtiers de montres, puisque La Chaux-de-Fonds est devenue assez rapidement la capitale mondiale de l'horlogerie, et dont Le Corbusier a suivi des études à l'école d'art de La Chaux-de-Fonds pour suivre en fait les traces de son père et devenir graveur de boîtiers de montres. Et donc il n'était pas architecte en fait au début. Il n'était pas architecte, mais je me suis aperçu récemment que les 3 plus grands maîtres de l'architecture du XXe siècle, si j'en crois l'historien américain Peter Blake, respectivement Frank Lloyd Wright aux États-Unis, Mies van der Rohe d'abord en Allemagne puis aux États-Unis, et Le Corbusier, aucun des 3 n'avait fait des études d'architecture. Et donc du coup, il fait quoi comme étude Il fait des études donc à l'école d'art. Je crois que cette formation de graveur, qui demande beaucoup de minutie dans le travail de dessin en fait, et surtout une très très grande qualité d'observation, c'est quelque chose qui est, je dirais, au cœur en fait de l'habileté de Le Corbusier, d'abord dans le dessin et puis après plus tard dans l'architecture. Il a une acuité visuelle extrêmement importante, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans ses gravures, dans ses dessins, dans ses peintures, et bien sûr dans le dessin de l'architecture. Et donc, au début, il est décorateur ? Alors, il commence sa carrière en fait à La Chaux-de-Fonds, en un moment où La Chaux-de-Fonds est en plein développement, et effectivement, il ouvre ce qu'on appelle en Suisse une pratique, c'est-à-dire une agence, et plutôt une agence d'architecture intérieure. On connaît tous les meubles de Le Corbusier, ceux qui datent des années 30, mais il faut savoir quand même que Le Corbusier, dès le début de sa carrière, a été quelque part architecte d'intérieur. Il venait quand même assez souvent à Paris, il a servi d'intermédiaire entre la clientèle de La Chaux-de-Fonds pour chiner du mobilier chez des antiquaires parisiens et les replacer dans les aménagements intérieurs qui est réalisé à La Chaux-de-Fonds. Donc il a dessiné toute une série de meubles pour des intérieurs à La Chaux-de-Fonds qui marquent en fait véritablement le début de cette carrière en fait d'architecte. Et alors comment il débute justement comment il passe de décorateur d'intérieur à ensuite architecte Tout simplement parce qu'à l'époque, le titre d'architecte n'est pas protégé comme il est aujourd'hui, notamment en France, et qui va avoir l'opportunité de mener un travail collectif sur une première maison qui s'appelle la Villa Fallet, qui va être construite à La Chaux-de-Fonds en 1907, une sorte de chalet qui réinterprète tous les éléments de décoration qu'on trouve en montagne. C'est un travail collectif dans lequel Le Corbusier va beaucoup s'impliquer, et au fur et à mesure, grâce à cette bourgeoisie éclairée qui va habiter La Chaux-de-Fonds, il va recevoir des commandes de maisons et il va réaliser comme ça un certain nombre de maisons à La Chaux-de-Fonds, on va dire 7 ou 8 maisons, et notamment celle qui s'appelle aujourd'hui la Villa Blanche, qui est construite en 1912 et qui est la maison pour ses parents, qui est une grande maison bourgeoise sur les hauteurs en fait de La Chaux-de-Fonds. D'accord. Et alors, à partir de quand il se dégage du coup de... D'abord, comme tout architecte, il va vouloir s'émanciper. Dans notre métier, il y a ce qu'on appelle le grand tour. Tous les architectes, au moment de leur formation, ressentent ce besoin d'aller voir la Grèce, d'aller voir Rome. Et Le Corbusier fait son grand tour, qui fera d'ailleurs l'objet d'une très belle publication. Dans un premier temps, ça sera sous la forme d'articles qu'il rédige pour la Feuille d'avis de La Chaux-de-Fonds, qui est un journal local. Ce journal local va lui donner quelques subsides pour pouvoir réaliser ce grand tour, où en fait il va descendre jusqu'en Grèce et même jusqu'en Turquie. Et puis plus tard, ça donnera un livre magnifique, qui réécrira d'ailleurs à la fin de sa vie, qui s'appelle Le Voyage d'Orient, dans lequel il raconte cette découverte de l'architecture, mais surtout une découverte extraordinaire parce qu'il nous fait partager à la fois sa passion au cours de ce voyage pour la très grande architecture, je pense aux mosquées de Constantinople, mais tout autant que sa passion pour l'architecture vernaculaire. Et donc le voyage d'Orient est illustré de magnifiques dessins. Il a cette phrase magnifique à propos de ce voyage: l'architecture est aussi dans la moindre mesure pour peu qu'une proportion mathématique s'y installe.
Et comment il arrive à créer un petit peu l'architecture moderne Voilà, votre question, c'est comment se passe la rupture. Oui. La rupture, elle est toute simple, c'est que revenant de ce voyage d'Orient, 1916, il va construire une maison qui s'appelle la Villa Schwab à la Chaux-de-Fonds, une maison à toit plat, ce qui est complètement révolutionnaire par rapport à l'architecture à toit pentu qu'on a dans cette région du Jura. Et c'est d'ailleurs la seule maison, la seule réalisation de la Chaux-de-Fonds qu'il revendiquera plus tard dans son œuvre complète. Il va sentir assez rapidement, alors il a fait bien sûr des stages, il a fait un stage chez Auguste Perret à Paris, il a travaillé à Vienne, enfin, il est sorti de la Chaux-de-Fonds, hein, mais il est pas sorti directement comme architecte. Et quand il revient à la Chaux-de-Fonds, il sent là la nécessité d'une rupture, parce qu'il sent qu'en Europe, de grands bouleversements se préparent, hein, et donc il dit il faut que je parte, j'étouffe dans cette ville de Chaux-de-Fonds, il faut que j'aille m'installer dans une grande ville. Il hésite entre Berlin, qui à l'époque est vraiment la capitale culturelle de l'Europe, et Paris. Et finalement, en 1920, il décide de s'installer à Paris. Et c'est le début de l'aventure de Le Corbusier, architecte moderne. Alors racontez-nous comment elle débute cette aventure. Elle débute simplement, comme il arrive à peu près désargenté à Paris, il va être double manière. D'abord, comme Le Corbusier, dès 1918, va s'intéresser à la peinture. Toute sa vie va être partagée entre la pratique de la peinture et la pratique de l'architecture. Il dira d'ailleurs plus tard, si vous voulez comprendre quelque chose à mon architecture, c'est ma peinture qu'il faut regarder. Voilà. Et il va avoir l'opportunité de rencontrer un peintre très intéressant qui est Amédée aux enfants. Ils vont former un tandem tous les deux. Amédée aux enfants va l'initier en fait à l'avant-garde de la peinture telle qu'elle se pratique à Paris. Donc à ce tout début des années 20, ils vont tout de suite avoir une activité aussi d'écrivain, de polémiste, puis ils vont écrire un livre ensemble qui s'appelle Après le cubisme, avec ce projet complètement fou de vouloir déboulonner en fait le mouvement pictural le plus important au début du XXe siècle, qui est le cubisme. Donc ça veut dire qu'il manquait pas d'air à l'époque, les deux. Et donc, ils vont lancer un autre mouvement pour contrer le cubisme qui va s'appeler le purisme, hein, un mouvement qu'il faut regarder de très près parce qu'il est extrêmement intéressant. Et donc, ils vont organiser un certain nombre d'expositions autour de ces travaux du purisme. Alors, c'est quoi le purisme? Le purisme, c'est essayer de recentrer la peinture vers l'essentiel, de travailler essentiellement la double dimension par rapport au cubisme qui essaie de faire exploser les objets dans l'espace et surtout de prendre comme sujet de la peinture en fait des produits les plus courants, des boîtes à violon, des lanternes, des pipes, des guitares, comme faisait c'est vrai aussi le cubisme, mais sans pour autant essayer de déstructurer la forme. Ça c'est la grande leçon du purisme. Essayons de retourner aux fondamentaux. Ça, c'est je dirais, la rencontre avec les enfants, elle est capitale, mais en même temps, Le Corbusier va rencontrer un petit peu, comme souvent quand on est exilé à l'étranger, il y a une communauté suisse à Paris qui est quand même assez structurée, assez importante, et il va obtenir, notamment de la part du banquier Raoul Laroche, la commande d'une maison, qui est aujourd'hui le siège de la Fondation Le Corbusier à Paris. Ça s'appelle la Villa La Roche-Jeanneret, et la Villa La Roche-Jeanneret va être, je veux dire, pratiquement avec la villa de Vaucresson, c'est en 1922-1923, la première manifestation radicale de l'architecture moderne. Elle va rompre complètement avec l'esthétique des maisons qu'il avait auparavant dessinées à la Chaux-de-Fonds. Alors, en quoi elle rompt avec ce qu'il faisait auparavant? Elle rompt pas simplement sur le plan esthétique, c'est que Le Corbusier, qui n'a pas fait d'études et qui est un parfait autodidacte, a compris très rapidement qu'il faut prendre d'abord le pouvoir dans les imaginations et que de toute façon, c'est par l'écriture et c'est par la théorie que ça doit passer. Alors, la théorie, si c'est par la théorie que ça doit passer, avec aux enfants et Paul Dermé, qui est un poète, il crée une revue qui s'appelle L'Esprit Nouveau. Okay. Cette revue va connaître un certain nombre de numéros,
qui vont avoir un grand succès. Et dans cette revue, il va inviter l'élite, je dirais, de la littérature, de l'architecture, à écrire donc des articles. Et cette revue, d'ailleurs, il va la condenser à un moment donné, et ça va être pour lui, en 1923, la possibilité de publier un livre, qui s'appelle Vers une architecture, dans lequel il va poser les principes de ce que lui considère être l'architecture moderne. Voilà. On est en 1923. 1925, il est invité à Paris dans le cadre de l'exposition internationale des arts décoratifs à construire un pavillon d'exposition. Et ce pavillon d'exposition va être en fait, d'une manière absolument incroyable, la préfiguration de la cellule de double niveau qu'on retrouvera à Marseille 30 ans plus tard. Voilà. Et au moment de cette exposition, il publie un deuxième livre qui s'appelle Urbanisme, dans lequel il décrit en fait quelles doivent être les formes de la ville moderne. Et la même année, il publie un troisième ouvrage qui s'appelle L'art décoratif d'aujourd'hui, dans lequel il indique voilà quel doit être aujourd'hui le mobilier standard de la vie moderne. Ces trois livres sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont les trois piliers qui sont au fondement de la pensée de Le Corbusier, et je dirais même plus globalement des architectes modernes, c'est-à-dire avoir pour mission d'imaginer et de créer le cadre de la vie moderne dans une société qui est en pleine révolution sociale. Et alors, on parle souvent de 5 points de l'architecture Le Corbusier. Est-ce que vous pouvez nous les citer ? C'est en 1927, c'est-à-dire 2 ans plus tard, que Le Corbusier va édicter, je dirais, le fondement de cette théorie de l'architecture moderne et qui va appeler les 5 points de l'architecture. Alors, je les cite parce que il y a beaucoup d'historiens se sont penchés sur l'énonciation de ces 5 points en disant on aurait tendance de dire le premier point c'est le pilotis parce qu'on est en bas, le deuxième point c'est le plan libre, le troisième point c'est la fenêtre en longueur, le quatrième point c'est le toit terrasse et le cinquième point c'est la façade libre. Voilà, bon. Vous trouverez l'énonciation de ces 5 points de plus ou moins chamboulé selon qui vous en parle. Mais en réalité, c'est une dimension essentielle, je dirais, de renouvellement du vocabulaire architectural que l'architecture connaissait en fait depuis qu'elle existe. Comme voilà. Le plan libre et la façade libre, qu'est-ce que c'est Le plan libre, c'est cette idée que dans l'architecture traditionnelle, ce sont les façades qui portent les planchers. Et ces planchers sont eux-mêmes supportés par des murs de refend à l'intérieur qui permettent d'alléger les charges. Pour Le Corbusier, qui a quand même étudié notamment chez Auguste Perret le béton armé, il y a cette idée d'imaginer, et donc un grand projet que j'ai laissé de côté, mais j'aurais pas dû, qui s'appelle la Maison Domino en 1914, dans laquelle en fait il montre que des poteaux porteurs portant 2 planchers permettent de libérer l'espace à l'intérieur, de produire ce qu'on appelle aujourd'hui un open space, voilà. Et en même temps de libérer aussi les façades, et du coup les façades n'étant plus porteuses, elles peuvent être imaginées avec n'importe quel système constructif, en papier comme au Japon, ou elles peuvent être en bois, etc. Et ce que j'observe quand même, c'est qu'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, les systèmes constructifs les plus d'avant-garde reviennent en fait à cette idée de libérer les façades de leur fonction porteuse. Comment en fait là le projet de la Cité radieuse imaginé à Marseille est arrivé c'est Le Corbusier qui est allé proposer ce projet qui arrive en fait aussi à la fin de sa vie en plus. Non, le projet de Marseille, encore une fois, on n'est pas dans le cas de figure d'une opération traditionnelle où un promoteur ou une collectivité va demander en fait à un architecte de construire un immeuble collectif. L'immeuble de Marseille, c'est le résultat d'un processus de recherche, j'appuie mieux sur le mot recherche, sur la question du logement. Et je profite pour ouvrir une parenthèse, je l'évoquais avec vous avant et je le redis, le plus grand mérite de l'architecture moderne, c'est d'avoir placé la question du logement au centre des questions de l'architecture, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là dans toute l'histoire de l'habitat. Placer la question du logement au centre des questions de l'architecture. Donc c'est un programme de recherche énorme. Il fallait comprendre comment la vie des gens était en train de se modifier, la composition des familles, je veux dire plein de choses comme ça, la notion de logement par rapport aux services qui leur sont accolés, etc., etc. Et Le Corbusier s'est penché sur cette question dès
1922. Il comprend en fait qu'il y a une nouvelle société qui est en train d'arriver, que les villes sont en train de grossir d'une manière jamais atteinte jusque-là. Et donc en 1922, il dessine un premier projet qui s'appelle, un projet qui sera bien sûr jamais réalisé, un projet complètement utopique, mais qui s'appelle une ville contemporaine pour 3 millions d'habitants. Il en fournit les dessins, il les expose, et à l'intérieur de cette ville contemporaine de 3 millions d'habitants, l'ADN de cette ville contemporaine, c'est un immeuble collectif avec des jardins intérieurs et dont tous les appartements sont organisés en duplex et auxquels sont accolés tous les services nécessaires aux fonctions du logement, les écoles, la buanderie, les réfectoires, etc. Nous sommes en 1922. Oui, à l'époque, un duplex, ça n'existe pas. C'est une maison à la limite qui a des étages. Pourquoi ? Parce que l'idée de Le Corbusier, c'est de concurrencer les cités-jardins qui se sont développées en Angleterre au moment de la révolution industrielle. Le Corbusier comprend, et là on retouche une question qui est complètement d'actualité aujourd'hui. Donc quand la maison on entend individuelle. dire qu'il faut économiser les terres agricoles, etc. Le Corbusier comprend que la ville a besoin de la densité et il essaie de trouver un modèle d'habitat qui soit à l'interface entre la maison individuelle sur sa petite parcelle et le très très grand logement collectif. C'est ça le principe de l'unité d'habitation. Et en 1922, il a déjà trouvé le modèle. 10 ans plus tard, en 1935, il va pousser le curseur un petit peu plus loin. Il va proposer un deuxième modèle de ville qui va s'appeler la ville radieuse. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à propos de Marseille, on parle de cité radieuse. Mais la ville radieuse, c'est quoi ? C'est une ville dans laquelle la question de l'héliocentrisme, c'est-à-dire le soleil, le rapport à la nature, etc., doit régler en fait la composition des plans des bâtiments. Et donc c'est le deuxième step, je dirais, après la ville contemporaine de 3 millions d'habitants. Donc il a tout ça dans ses cartons quand la Deuxième Guerre mondiale arrive. Et bien évidemment, en 1945, la reconstruction. Il faut reconstruire la France, il faut reconstruire le moral des Français, il faut essayer d'innover en matière d'urbanisme, en matière de logement, et dont Le Corbusier, bien évidemment, étant déjà dans les starting blocks, avec beaucoup de dessins dans ses cartons, et arrive à point nommé pour qu'on lui commande l'unité d'habitation de Marseille. Cette unité d'habitation, elle va être pensée pour qui, en fait ? Initialement, par rapport au programme, c'est que en 1943 à Marseille, il y a eu énormément de destructions, notamment sur le quartier du Vieux-Port. Donc il faut reloger ce qu'on appelle des sinistrés à l'époque. Mais ce qui intéresse Le Corbusier, et c'est même assez étonnant qu'on lui en ait fait reproche après, dire toujours Le Corbusier, c'est un homme, il a fait des logements pour un homme standard, etc., etc. Je crois que c'est assez méconnaître tout le travail de recherche et tout le travail théorique qui a été mené, à la fois dans la conception de cet immeuble et à la fois dans la conception des appartements, des maisons, parce que pour Le Corbusier, c'est pas des cellules qui est à l'intérieur d'une unité d'habitation, c'est 350 maisons. Et si les appartements sont en duplex, c'est précisément pour rappeler en fait que dans la maison traditionnelle, on a une cuisine, un séjour en bas, et puis on monte à l'étage, voilà, dans les chambres. Et alors, c'est quoi le principe de ce bâtiment ? Comment il a conçu ce bâtiment ? Alors le principe de ce bâtiment, c'est d'abord d'être bâti sur pilotis, de manière à ce qu'on puisse avoir une continuité spatiale qui permette de passer d'un quartier à l'autre sans contourner l'immeuble. Un concept extrêmement important. Il y a peut-être une idée un peu aussi, j'ai presque envie de dire paysanne, parce que connaissant bien le Valais, j'ai à côté de chez moi des petits greniers à grains qui sont sur pilotis. Et les greniers sont en bois, mais évidemment il y a une pierre pour empêcher que les rongeurs aillent manger le blé qui est au-dessus. Mais j'y vois une référence à l'unité d'habitation. Mais il y a surtout cette idée de la continuité spatiale sous l'immeuble. La deuxième chose, c'est qu'un meuble est déconstructif, c'est que Le Corbusier avait quand même, là aussi, touche encore une question d'actualité, puisque j'ai vu dans le moniteur du bâtiment cette semaine, il y avait un article qui disait aujourd'hui, le chantier se prépare à une usine. Oh, et quand j'entends ça en 2019, Le Corbusier en 1930 écrivait déjà l'appel aux industriels, il faut industrialiser la production du logement. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans une nouveauté, quoi, que c'est une question qui agite les architectes en permanence et tous les gens qui sont dans la production, je dirais, du bâtiment. Donc en fait, ce que Le Corbusier imagine à Marseille, c'est que l'immeuble soit construit avec une structure métallique,
ce qui avait été le cas d'ailleurs du pavillon suisse qu'il avait construit à la cité universitaire de Paris au début des années 30. Sauf que la sidérurgie avait été mise à plat par la guerre, qui construira en fait toute l'ossature du bâtiment en béton, comme une espèce de grand bouteiller. Hein. Et il imaginait à ce moment-là qu'on allait pouvoir construire les cellules en usine, amener les cellules sur le chantier et les poser à l'intérieur en fait du bâtiment. Et comme Le Corbusier n'est jamais à court d'un slogan, il appelle ça le couple bouteille-bouteillé. Et en fait, c'est ça le concept de base de l'unité, c'est le couple bouteille-bouteillé. Bien évidemment, ça sera pas réalisé de cette manière-là et les appartements seront construits les uns après les autres à l'intérieur de cette structure d'accueil. La deuxième grande idée, c'est bien évidemment un mot un peu savant pour les architectes, mais le principe typologique, c'est-à-dire comment ces appartements sont positionnés dans la structure et comment ils sont distribués. Ce sont 2 appartements en duplex qui sont positionnés tête bêche autour d'une rue intérieure qui les dessert, c'est-à-dire qu'en fait, 2 appartements égale 3 niveaux. Et donc, on a un type dit supérieur, dans lequel on entre et on a un sas d'entrée qui permet aux gens de ne pas être incommodés par les bruits qui sont dans la rue intérieure. On entre, on a un sas d'entrée, on a une cuisine, on a un coin repas, on a un séjour qui ouvre sur une loggia. Et par un escalier, en fait, on monte à l'étage. On a une chambre en mezzanine pour les parents avec sa salle de bain. Et de l'autre côté, parce que tous les appartements sont traversants, orientés est-ouest, sauf sur la façade sud. Et on a après les chambres pour les enfants qui sont elles-mêmes équipées de leur propre salle de bain, dressing, etc., etc. Et de l'autre côté de la rue, on a un type inférieur où c'est le système inversé. Et là, les particularités là, de ces appartements, c'est quoi? Alors, les particularités étaient déjà, notamment à Marseille, il y a une très très grande qualité de prestation. C'est-à-dire, tous les parquets sont en chêne. Toutes les menuiseries sont en bois de chêne également. Les appartements possèdent un grand vitrage. Et ça, on l'a complètement oublié. Mais et ça peut même étonner, mais quand l'immeuble a été construit à Marseille, les gens appelaient cet immeuble, alors bien sûr que la presse a retenu la maison du Fada, parce que Le Corbusier était un être habité par les fées, etc. Tout ça, c'est un peu de la légende. Non, ce qui est assez étonnant, c'est qu'alors que cet immeuble est complètement en béton, les gens l'appelaient la maison de verre. Pourquoi la maison de verre? Parce que la nuit, le béton ne se voit pas, et ces grands vitrages en duplex illuminés qui donnaient à voir la vie des gens d'une manière absolument étonnante, quoi. Vous savez que les gens appelaient cette maison en fait la maison de verre parce qu'on n'était pas habitué à Marseille à avoir autant de surfaces vitrées, tout simplement pour du logement. La cuisine, elle est bien sûr ouverte. Alors la cuisine, elle est petite, la cuisine, elle fait 4 mètres carrés. Les gens souvent s'en étonnent, mais il faut re-rentrer à l'intérieur du programme. C'est-à-dire que Le Corbusier voulait un programme finalement de fonctionnement de l'unité sous la forme d'un habitat beaucoup plus partagé que ce qu'il est aujourd'hui. J'ai pas dit collectiviste, j'ai dit partagé. Aujourd'hui, la mode, en fait, est d'un habitat participatif dans lequel on sait que les gens aiment bien partager certaines activités. Alors, ce qui fait qu'en fait, Le Corbusier avait imaginé qu'il y avait un restaurant collectif dans l'immeuble, comme d'ailleurs il y a un hôtel dans l'immeuble pour recevoir les membres de la famille ou les amis qui ne viendraient pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de chambre d'amis. En fait, il imaginait qu'il y avait un restaurant, une cuisine collective, et que finalement, les cuisines des appartements seraient des cuisines d'appoint, soit pour les petits déjeuners, soit pour des encas quand on rentre du travail, etc., etc. D'où la taille de la cuisine. Bon. Après, il faut savoir quand même que l'ergonomie de la cuisine et la fonctionnalité de la cuisine, dite la cuisine américaine, pour laquelle Le Corbusier a fait intervenir d'ailleurs Charlotte Perriand, mais il faut remonter un peu en arrière pour savoir que c'est Margaret Schut-Liotsky qui, à Francfort dans les années 20, a mis au point cette idée d'une cuisine dite à l'américaine, alors qu'en fait on était en Allemagne, une cuisine ouverte en fait sur l'espace ou coin repas. Okay. Et c'est un concept extrêmement important. Et Le Corbusier s'en explique, d'ailleurs, il dit pourquoi, parce que quand, alors, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, et quand on rentre du travail, dans l'habitat haussmannien, par exemple, la cuisine était reléguée au fond de l'appartement, et il y avait une rupture dans le fonctionnement social du couple, de la famille. Alors que là, on a une espèce de continuité qui fait que, voilà, par le principe du passe-plat, par le fait que la cuisine est ouverte sur le séjour, ça permet un lien social beaucoup plus fort dans la vie familiale.
Et pour qu'on ait une idée, les appartements font à peu près combien de mètres carrés? L'appartement dit type E, fait 94 mètres carrés, ce qui, puisqu'en fait, on a donc un type 4, 94 mètres carrés par rapport aux normes d'aujourd'hui, c'est un grand appartement. C'est un grand appartement, Un ouais. grand appartement. Est-ce que... Très atypique, ceci dit, parce qu'il fait quand même 25 mètres de profondeur. Quand on sait qu'aujourd'hui, une bande constructible pour des logements, c'est entre 12 et 13 mètres, 16 mètres au maximum, mais ça existe pratiquement jamais. Et donc, on a un appartement qui fait 25 mètres de profondeur, traversant et avec de l'eau déjà. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette unité de mesure, le modular qu'il a inventé, Le Corbusier? C'est une question complexe, je vais m'y atteler. Elle est complexe parce que Le Corbusier, il veut innover un peu dans tout, quoi. Et il veut innover un peu dans tout. Il était très préoccupé par la Renaissance, bien évidemment. Il était très préoccupé par les questions tournant autour du nombre d'or. Et il faut aussi imaginer qu'en 1947, en France, se met en place un organisme qui s'appelle l'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation, et qui va édicter un certain nombre de normes. Un quart de corps font 1 mètre de haut, les appartements font 2,50 m de hauteur, etc., etc. Ce qui insupporte complètement Le Corbusier, qui dit non, mais ça, ces normes sont complètement arbitraires, c'est de la pure arithmétique. En fait, si on veut réconcilier l'homme et la nature, et si l'architecture doit servir de pont entre l'homme et la nature, il faut bien évidemment ne pas se référer à l'arbitraire de la norme. Et donc, il fait travailler toute une équipe de chercheurs avec lui, des mathématiciens, des architectes. Voilà, on va essayer d'un côté de repartir comme Vitruve l'avait fait au 1er siècle avant JC, comme après Léonard de Vinci et Alberti l'ont fait à la Renaissance. On va essayer de partir de l'anthropométrie, c'est-à-dire des mensurations humaines, pour pouvoir dimensionner en fait l'espace. Mais en même temps, pour que ce soit beau, cette série de mesures de ces dimensions humaines, on va les coupler avec la série du nombre d'or, et ça devrait donner on va touiller tout ça, et ça devrait donner quelque chose d'assez intéressant, et ça a donné en fait le modular. Le modular. À partir duquel 12 mesures du modular ont suffi pour dimensionner la totalité d'un immeuble à Marseille qui fait quand même 137 mètres de long, 52 mètres de hauteur et 25 mètres de profondeur. Et si tout ça est mis en proportion, c'est parce que on a cette mesure qui est un peu magique et qui met tout en lien, de la plus petite dimension à la plus grande. La plus grande, oui. Et donc, la Cité Radio, donc des appartements, des commerces. Oui. Et aussi un extérieur, mais donc ce toit-terrasse, en fait. Alors, il y a ce qu'il appelle bien évidemment les prolongements du logis. C'est-à-dire que déjà, il faut parler aussi de la fonctionnalité, comment fonctionnent les logements par rapport à la collectivité. Dès le départ, il a imaginé, il faut quand même penser qu'en 1952, le quartier Michelet, où se trouve l'unité d'habitation à Marseille aujourd'hui, il n'y a que des fermes tout autour. D'accord. Il faut faire à peu près 2 kilomètres pour trouver une boulangerie, et encore c'est une épicerie qui fait dépôt de pain. Donc, il y a cette nécessité pour cette communauté de 1200 personnes de pouvoir assurer les services quotidiens. Donc, Le Corbusier imagine à la 3e rue, en fait, que s'installent des commerces de première nécessité. On va donc avoir les primeurs, poissonneries, boucheries, boulangeries, etc. Mais il va plus loin. C'est-à-dire que chaque appartement est équipé d'une ligne téléphonique intérieure qui est reliée à chacun des commerces de la 3e rue, comme les appartements sont reliés entre eux par cette ligne qui est privée mais qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qui permet en fait aux membres de la famille qui partent travailler le matin de commander, c'est Uber avant l'heure, de commander fait au commerce le rôti de veau, les journaux, le pain, et ce qui permet aux commerçants de venir approvisionner des appartements par un petit système de guichet qui est accessible depuis la rue intérieure et qui permet, par exemple, au gigot d'agneau de tomber directement dans la glacière qui se trouve dans la cuisine, ou la bouteille de lait, pareil, de trouver sa place dans la glacière, et les personnes rentrant le soir dans l'appartement récupèrent depuis à l'intérieur de leur logement les courses commandées le matin. Ce qu'ils avaient commandé. Voilà. Ça, cette notion de 3e rue avec les commerces, elle est extrêmement importante. Il y a aussi d'autres équipements, maintenant ça n'existe plus, mais des ciné-clubs, une bibliothèque, un certain nombre d'équipements qui permettent en fait à la vie collective de s'exprimer. Et
puis, il y a cet espace magique qui est le rooftop, on dirait aujourd'hui. Le rooftop, que j'ai vu fonctionner au cours des années d'une manière complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, ce toit est magnifique. On ne le voit pas dès les premières esquisses. C'est une idée qui est venue à Le Corbusier au fur et à mesure du développement du projet, quand on regarde les maquettes. Et bon, c'est une acropole, hein, c'est une acropole en l'air, quoi, le toit terrasse. Mais il fallait trouver un programme. Et Le Corbusier a trouvé ce programme, c'est-à-dire qu'en fait, ce toit terrasse, en fait, c'est une piste qui fait tout le tour d'immeuble. Donc, il fait 140, 280, qui fait à peu près 350 mètres de long, qui permet donc de faire du jogging, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a un programme en 3 parties. On va dire une première partie qui est éducative, puisqu'à faire une crèche pour enfants, qui est reliée par une rampe intérieure à l'école maternelle qui se trouve en dessous, et une petite pâte aux joies pour les enfants, et des bains de soleil pour les mamans, ou les papas d'ailleurs. Et puis après, au milieu, on a un gymnase pour la pratique du sport. Et tout au bout, on a un théâtre de plein air, dont on sait très bien que Le Corbusier a beaucoup regardé un scénographe célèbre qui était Adolphe Appia, qui a révolutionné en fait l'art de la scénographie. Et donc, comment dire, cette triple signification entre l'éducation, la culture du corps et puis la culture tout court, c'est ce qui donne en fait tout son sens à ce que j'ai appelé une radieuse acropole, qui est quand même assez unique. Ouais, Voilà. complètement unique. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du rapport de Le Corbusier avec la couleur? Ce rapport, il est bien sûr entièrement lié à sa pratique de la peinture. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de visiter la Villa Laroche à Paris, dans 1923, je le rappelle, au moment de cette période dite puriste, vous apercevrez que toute la palette de couleurs que Le Corbusier utilise sur ses toiles puristes, on les retrouve exactement à l'intérieur de la Villa Laroche. Vous pouvez nous les donner, du coup, cette couleur? Ce sont des couleurs, la palette puriste, c'est plutôt des couleurs en demi-ton, des roses pâles, des bleus pâles, des verts pâles, et qui sont tout de suite contrastés avec du terre de sienne très violent, du noir, du gris, voilà. Ça, c'est la palette puriste. Et puis après, dans les années 50, quand Le Corbusier va aborder le thème que j'avais abordé dans l'exposition que j'ai fait au J1 en 2013, c'est-à-dire la question du brutalisme, c'était la deuxième grande période de Le Corbusier. Là, les couleurs deviennent beaucoup plus franches, ce sont des couleurs primaires, ce sont du bleu, du rouge, du vert, et on va les retrouver à la fois dans sa peinture, notamment la série des taureaux, et en même temps, bien évidemment, les édifices, non seulement Marseille, mais notamment les édifices qu'il va faire en Inde, en fait, à Chandigarh. La couleur, ce qui est extrêmement important pour Le Corbusier dans l'utilisation de la couleur, c'est pas simplement de peinturer les murs. Absolument pas. C'est qu'il pense que la couleur a un rôle extrêmement, elle est très efficiente dans la perception qu'on peut avoir de l'espace. Voilà. Elle structure l'espace. Voilà. La couleur permet de révéler à la fois le plan et de révéler la coupe. Et il écrit, c'est pas du blabla, je dirais. Il dit, un mur, si tu le peins en noir, tu le fais fuir. Si tu le peins en rouge, tu rapproches. S'il est en bleu, voilà. Il a toute une théorie, je dirais, de la couleur qui est intimement liée à la pratique de l'architecture. Et ça, c'est aussi complètement exceptionnel. Il a cette phrase, il dit la couleur, partie prenante du plan et de la coupe. Ça veut tout dire. Oui, parce que à la Cité radieuse, la couleur se retrouve donc sur les balcons. Sur les jouets des loggias. Voilà. Et dans les surfaces de Rue Soleil. D'accord, ouais. Et aussi parfois dans d'autres projets au plafond. Oui. Et donc là, le rôle ça va être par rapport à la lumière. La première fois qu'il a pris le risque de la couleur, il était énorme. C'est en 1927, quand il fait un lotissement près de Bordeaux, dans la petite ville qui s'appelle Pessac, où il fait toute une série de maisons, voilà. Et là, les maisons sont livrées, elles sont toutes blanches. Il dit, ça ressemble à un pot de crème. Il faut que j'utilise. Et là, je dis, il prend un risque énorme parce que je crois que c'est la première fois qu'un architecte ose, en fait, peindre les façades. Et non seulement les façades, mais on peut avoir à Pessac, on peut avoir des façades vert pâle qui viennent jouxter une façade qui est terre de sienne. Et donc, c'est surréaliste, le risque qu'il a pris là. Et après, c'est assez étonnant parce qu'il va changer un peu son fusil d'épaule. Et quand, à Marseille, alors on dit, est-ce que c'est la légende ou pas, au moment où Le Corbusier construit l'unité d'habitation de Marseille, il est sollicité de partout.
Il est sur le concours du projet des Nations Unies à New York. Il a commencé la construction de la capitale du Punjab en Inde. Donc il est très peu présent sur le chantier de Marseille. Et bien évidemment, il faut que le chantier avance. Et notamment, il y a un ingénieur qui s'appelle Bodiansky qui a eu un rôle très très important dans la construction de l'unité, qui décide un jour, pour faire avancer le chantier, de passer outre en fait des dessins de Le Corbusier qui n'arrivaient pas. Et quand Le Corbusier vient sur le chantier, il est absolument furieux. Et il dit, on ne m'a pas obéi, donc je vais faire peindre les jouets de chacune des loggias pour distraire l'œil du mauvais proportionnement des menuiseries que ces ingénieurs ont décidé de faire fabriquer. Je sais pas si c'est une légende, mais bon, il y en a beaucoup de légendes autour de Le Corbusier. En tout cas, la couleur, elle est partie prenante de toute l'architecture de Le Corbusier. Et pas simplement d'un point de vue décoratif, c'est ce que je veux dire. Et alors, si vous deviez nous dire un petit peu qu'est-ce que l'architecture moderne apporte aujourd'hui, parce que il y a cette avant-garde d'aujourd'hui, on a envie d'habiter autrement. Quel est le lien qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qui présage dans notre habitat de demain? Je crois que l'architecture moderne a été un grand moment, tout simplement, de l'histoire de l'architecture. Elle a connu à la fois son paradis entre les deux guerres, et puis après, notamment au moment des années 60-70, et notamment en France, elle a connu, je dirais, son purgatoire et presque son enfer, au travers de toutes les grandes cités, des problèmes des banlieues, et là on s'est mis à tout mélanger. Et bien évidemment, il fallait qu'il y ait des fautifs, et ces fautifs, on les a cherchés chez les urbanistes et chez les architectes. Donc il y a un moment donné où c'était très difficile. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Le Corbusier, c'était difficile pour moi de faire une conférence sur Le Corbusier tellement l'urbanisme et l'architecture moderne étaient au nid. Et puis le temps a passé, et puis la modernité, elle continue, je dirais. Il suffit de voyager dans le monde entier pour s'apercevoir qu'on n'a pas, il y a qu'en France qu'on a peut-être ce type d'état d'âme, et que finalement, quand on va aujourd'hui dans des villes comme Hong Kong, et qu'on voit la densité des bâtiments et la hauteur des bâtiments, on se dit même que nos grands ensembles sont finalement des petits ensembles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne fallait pas travailler sur les grands ensembles, et notamment les lier, améliorer leur qualité de vie, améliorer les espaces extérieurs, favoriser les transports collectifs, favoriser le rapport avec le centre-ville. Ça, c'est des questions, je dirais, c'est presque le grand chantier pour les architectes, je dirais, d'aujourd'hui. Mais reste que le message moderne, il était là. Est-ce qu'on est en mesure d'imaginer le cadre de vie moderne pour nos sociétés d'aujourd'hui? Là-dessus, est arrivé quand même un phénomène qui n'existait pas au moment où on a construit l'unité d'habitation. Ça a été quand même la promotion immobilière, et l'arrivée du privé, parce qu'il faut quand même imaginer que la commande de l'unité d'habitation de Marseille, c'est une commande publique. C'est l'État français qui a commandé le bâtiment. Alors la commande privée, la diminution des finances de la part du secteur public, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, la ville est quasiment construite que par l'initiative privée, et le logement, pareil. Alors, c'est bien, parce qu'en même temps, il faut de l'énergie, il faut de l'énergie financière pour construire, mais en même temps, il faut mettre aussi des garde-fous par rapport à ça. Moi, en tant qu'architecte, je ne peux pas, et je ne pourrai jamais imaginer que la ville et le logement soient un simple produit commercial. C'est pas possible. Je crois que la ville, c'est un produit sans fait de culture. Dès que les gens ont un peu de temps devant eux, ils vont voir Venise, ils vont voir Sienne, ils vont voir New York, ils vont voir le Paris haussmannien, ils se déplacent pour aller voir des villes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on cherche un peu le Venise d'aujourd'hui, ou le Paris haussmannien d'aujourd'hui, ou le Manhattan d'aujourd'hui. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est aussi l'urbanisme qui parle. Donc il ne faut pas se réduire à cette question que la ville soit simplement un simple produit de consommation et le logement non plus. Je pense que ce que je dis là, les gens sont en train de le ressentir, et j'observe avec beaucoup d'intérêt toutes ces initiatives au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat participatif, tel qu'il il est en train de se développer en Suisse, en Allemagne, dans certains pays du Nord, et même ici en France. Et j'entends, au travers des interviews que je vois voir à la télé, des gens dire, oui, nous, ce que nous voulons, c'est habiter autrement.
Voilà. Habiter autrement, ça veut dire, qu'est-ce que c'est un beau logement? Un beau logement, c'est un grand logement déjà. C'est un logement qui a des facilités de fonctionnement, et c'est aussi le vivre ensemble. Voilà, c'est le vivre. Et je pense que les gens qui revendiquent aujourd'hui le fait d'habiter autrement, c'est une revendication qui est du même niveau que celle qu'on peut avoir aujourd'hui sur la santé, qu'on peut avoir sur la nourriture, qu'on peut avoir sur notre cadre de vie global. Et il ne faut pas que ni la ville ni le logement en soient exclus. Et donc, j'observe aussi que finalement, des projets comme l'unité d'habitation, habiter autrement, c'était déjà un beau message, mais il y a déjà plus de 60 ans. Ouais, c'est fou. Alors Jacques, vous savez que ce podcast s'appelle « Où est le beau ?» Dans chaque épisode, moi, c'est une petite tradition, je pose cette question à tous mes invités. Pour vous, quelle serait votre définition du beau? C'est trop compliqué de répondre à cette question. Mais je vais pas non plus botter en touche par rapport à ça, parce que je vais pas botter en touche, parce que je pense que aujourd'hui, notamment tout au moins en France, l'architecture est trop centrée sur la seule question esthétique. Même si l'architecture est là pour procurer de la poésie, moi je pense que un architecte, quand il produit un bâtiment, encore une fois, il faut que le bâtiment soit solide, bien construit, et il faut qu'il soit fonctionnel, mais on n'a pas besoin d'architecte pour ça. Il y a des tas de techniciens, d'ingénieurs qui sont capables de construire des bâtiments. Nous, ce qu'on attend de nous, c'est un supplément d'âme par rapport à ça, c'est savoir créer une atmosphère, et c'est finalement savoir créer de la poésie. Voilà. Donc je ne peux pas évacuer la question du beau, mais je peux simplement dire aujourd'hui que ce qui se passe, par exemple, on le sait d'ailleurs, et les architectes en sont complètement conscients, qu'on a le sentiment aujourd'hui que les architectes sont relégués un peu au rôle de designers de façade, parce que c'est le seul espace du projet dans lequel on les laisse, pas toujours, hein, parce qu'il faut passer aussi au crible de toutes les normes et de tous les contrôles qu'on peut avoir selon là où on construit. Mais en tout cas, on a le sentiment, l'architecture, c'est le plan, la coupe et la façade. C'est ça qui définit une architecture par rapport à une sculpture, par rapport à une peinture. Voilà. On est dans l'espace. On n'est pas dans le 2D d'une toile, ou on n'est pas autour d'une sculpture. On rentre dans cette sculpture. Voilà. Donc, l'architecture ne peut s'exprimer qu'à condition qu'on puisse mettre en synergie le plan, la coupe et la façade. Et si on décide, et ce qui se passe aujourd'hui dans la majorité des opérations, que l'architecte est exclu de la conception du plan, il est exclu de la conception de la coupe, et qu'on le relègue à la façade, alors effectivement, on va tomber dans la seule question esthétique du beau, et ça, cette question ne m'intéresse pas. Alors, j'aimerais qu'on termine cet épisode par donc des petites questions de fin. Si on devait retenir une seule chose, voilà, de la pensée de Le Corbusier, qu'est-ce que ce serait pour vous? De son message, un petit peu. De son message, c'est alors bien sûr qu'aujourd'hui, dès qu'on fait référence à l'humanisme, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça a l'air d'être un concept un peu éculé, c'est très dommage, mais c'est d'avoir voulu quand même encore une fois considérer que l'architecture était un pont entre l'homme et la nature. Voilà. Et je crois qu'on serait très étonné quand je vois aujourd'hui toutes les prescriptions concernant l'architecture dite du développement durable. Hein. Quand on voit que la toiture végétalisée, par exemple, dès le début des années 20, Le Corbusier il disait déjà il faut faire des maisons. Et moi personnellement, je préfère avoir des toitures végétalisées que des façades végétalisées qui deviennent quelque part un peu des gadgets. Je crois qu'il faut laisser les arbres dans les forêts et les plantes dans les jardins. Ouais. Donc voilà, je crois que c'est ça, si je veux retenir, c'est d'avoir considéré que l'architecture est un pont entre l'homme et la nature et ne jamais l'oublier. Je crois que c'est le vrai message. Ok. Quel est le conseil que vous aimeriez passer aujourd'hui aux jeunes architectes qui sortent de l'école? De reprendre le pouvoir. De reprendre le pouvoir sur ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire ne pas se contenter. La révolution numérique, elle a été incroyable parce que d'un coup, actuellement, on est sous une double transition, la transition écologique et la transition numérique. Voilà. La transition numérique, c'est vrai qu'elle a bouleversé beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire avant, on faisait des études d'architecture parce qu'on était un peu doux en dessin. Aujourd'hui, il faut être doux en logiciel et pas forcément en dessin. Et donc, ça a beaucoup focalisé le débat chez les jeunes architectes autour de la question de l'image. Hein. Et je crois que sur la question de l'image, on peut imaginer que quand on regarde, les 20 siècles, je veux dire, alors on va considérer que toute l'histoire de l'architecture, on s'aperçoit que les maîtres de l'image ont été à la fois les peintres et les artistes et les architectes.
Aujourd'hui, les maîtres de l'image, c'est plus ça. Aujourd'hui, les jeux vidéo, les pubs qu'on voit à la télé, je veux dire, la maîtrise de l'outil informatique fait que l'architecture, elle a perdu beaucoup de terrain par rapport à ça. Quand je vois une voiture se désosser complètement, se recomposer avec ça, nous, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour imaginer des choses qui ne sont pas que de l'ordre de l'image, et même bien au-delà de l'ordre. Donc, ce que j'ai envie de dire aux jeunes architectes, c'est méfiez-vous de ce tout image. L'architecture, c'est une certaine connaissance de la construction, une certaine connaissance aussi des autres, parce qu'on construit aussi pour les autres. Et bien évidemment, derrière tout ça, il y a que ça passe par l'image. La représentation, c'est à peu près normal, mais il y a une recherche de poésie. Mais surtout, ce que j'ai envie quand même de dire aux jeunes architectes, c'est que notre premier théoricien, Vitruve, architecte, ingénieur du 1er siècle avant Jésus-Christ, considérait aussi que l'architecte était aussi un ingénieur. Et qu'aujourd'hui, le rôle de l'architecte tel qu'on l'a connu par le passé, il est en train de changer. C'est-à-dire il faut s'ouvrir aux autres. Il faut imaginer qu'on est dans un travail peut-être beaucoup plus collectif et que peut-être il faut retrouver aussi une certaine dimension scientifique de l'architecture. Quand on parle du climat, quand on parle des matériaux à mettre en œuvre aujourd'hui, il y a plein de champs de possibles qui sont en train de s'ouvrir. Bien évidemment, on ne pourra pas faire évoluer la beauté et la question esthétique si on n'a pas la maîtrise, en fait, de ces choses-là. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Est-ce qu'il y a un lieu en ce moment que vous aimez bien, une adresse que vous aimeriez partager en France, à l'étranger, n'importe où? Il y en a tellement. Il y en a tellement parce que je sais pas trop quoi répondre. Oui, vous voyez là aussi, mais c'est un peu aussi en direction des jeunes, c'est-à-dire qu'en fait, l'écran, c'est pas mal d'être absorbé par l'écran, mais je sais pas si c'est Le Corbusier ou quelqu'un disait, mais à la nuit, n'allez pas à l'école, ouvrez la porte, descendez dans la rue et regardez la rue, quoi. Voilà, c'est ça qui est. Donc moi, mes lieux à moi, c'est à la fois des villes extraordinaires comme Istanbul, c'est aussi des bâtiments. Il y a tellement de beaux bâtiments en fait que j'ai du mal à retenir un seul en fait. À qui aimeriez-vous passer le relais dans ce podcast? J'aimerais passer le relais à quelqu'un qui écrit. Voilà. Que je pense qu'aujourd'hui, je pense que Le Corbusier, puisque vous m'avez interrogé en priorité sur Le Corbusier ne serait pas devenu Le Corbusier s'il n'avait pas écrit la 40aine de livres qu'il a écrits. Il a compris quelque chose, qu'il fallait prendre d'abord le pouvoir dans les imaginations avant de le prendre dans les faits. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable en politique, c'est valable. Voilà. Je crois que cette manière, en fait, d'aborder la question par le récit, donc par l'écriture, a été capitale et il est devenu Le Corbusier, je dirais, en grande partie à cause de ça. Regardez, je prends notre très grand architecte français qui est Auguste Perret, ou même Wright qui a très peu écrit aux États-Unis. Je n'ont pas eu la même fortune critique que Le Corbusier, parce que Le Corbusier, il y avait cette dimension. Imaginez 40 livres qui ont été traduits dans je ne sais combien de langues et qui continuent à être traduits encore aujourd'hui, à être exposés aujourd'hui. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le récit, qui est quelque part porteur de l'imaginaire, c'est quelque chose de capital pour les architectes. J'aimerais bien que la personne qui prendra la suite soit en fait quelqu'un qui se préoccupe de l'écriture. Entendu. Et où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent peut-être alors à la fois retrouver plus d'informations donc sur l'œuvre de Le Corbusier, puis également sur votre agence d'architecture? Sur mon agence, c'est mon site, c'est spriglio.architecte@wanadoo.fr. Ok, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. Mille merci à Jacques pour cette discussion passionnante et pour sa confiance. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Où est le beau et j'en suis ravie. Donc merci beaucoup, merci pour tous vos messages, ça me fait vraiment hyper plaisir. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais le crew des curieuses et des curieux du beau est en train de devenir un phénomène complètement dingue. Donc si vous aussi vous voulez nous rejoindre et habiller votre téléphone avec un sticker Où est le beau, et vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi un petit message privé. Je vous demande juste de noter 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast pour que de nouveaux auditeurs nous découvrent. Si vous écoutez depuis une autre plateforme et que vous connaissez d'autres curieuses et curieux du beau, n'hésitez pas à leur en parler, à parler du podcast, à le partager en story sur les réseaux sociaux en taguant Où est le beau, tout attaché sans point d'interrogation. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain sur votre plateforme d'écoute pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.